partout en France, en Europe, dans le monde, à quel point ce serait une immense disruption. Aujourd'hui, finalement, il y a un deuxième défi, un deuxième challenge à mener en même temps, c'est de démystifier l'IA. C'est de faire comprendre que l'IA est accessible à tous. Et cet entrepreneur nous disait, j'ai une formule extrêmement simple pour le résumer, l'IA, ça fait gagner du temps. Mais ça ne fait pas gagner que du temps, ça fait gagner du carburant quand on change ses routes maritimes, ça fait gagner évidemment de l'énergie quand on optimise ses processus. Bref, l'IA, c'est l'ami de la productivité, de l'écologie, du progrès social, économique et écologique. Et ça, je crois qu'on a besoin collectivement, comme équipe de France, d'Europe et, allez, disons-le, de Marseille, on a besoin de le dire, de le répéter et de le faire comprendre pour à la fois accompagner cet enjeu qui est de dire oui, l'IA va transformer le monde économique, le monde social dès aujourd'hui et demain, mais c'est aussi accessible à tous. Et ne nous laissons pas enfermer dans l'idée que ce serait une technologie tellement disruptive qu'elle ne serait pas accessible à chacun d'entre nous, parce qu'aujourd'hui, elle est utilisée, elle est pratiquée par l'ensemble des citoyens partout en France, en Europe et dans le monde, et de plus en plus. Je voudrais évidemment aussi saluer cette magnifique initiative qu'est l'AIM et saluer plus globalement ce que vous avez rappelé, cher Rodolphe, ce qui se passe quand de grands capitaines d'industrie, et j'en vois au premier rang, se mobilisent pour un pays et pour un continent au service d'un territoire, au service d'un pays. Et je commence par ça parce que vous m'y avez invité discrètement, mais vous m'y avez invité quand même. Je commence par ça pour dire que la France doit tout à ses chefs d'entreprise et à ses salariés, et pas l'inverse. Et oui, on doit prendre en ce moment des décisions difficiles, des décisions budgétaires qui sont nécessaires parce qu'un pays attractif, ce n'est pas un pays qui ne tient pas ses comptes. Mais on doit le faire en conscience du fait que les gens qui contribuent à la solidarité nationale, les gens qui contribuent à l'effort national, nous leur devons tout. Nous leur devons évidemment le respect, la considération, mais nous devons les aider coûte que coûte, jour après jour, encore plus quand il s'agit de projets aussi innovants, aussi transformants et qui vont faire de la France un des pionniers européens et mondiaux de demain. Parce que oui, c'est ça le but. Le but, c'est qu'on a une formidable, je l'ai devant moi ici, une formidable équipe de France, européenne et même mondiale de l'IA, et que la France sera derrière vous. Et que toute la France, tout le gouvernement sera derrière vous. Parce que la France a de quoi être une des plus grandes plateformes mondiales de l'intelligence artificielle, grâce à vous, grâce aux élus locaux qui se mobilisent, qui sont unis et déterminés derrière cet objectif ici à Marseille comme partout en France. Grâce d'abord à l'écosystème extraordinaire de talents que vous représentez, que nous formons chaque année en France. 40 000 talents formés chaque année, avec un objectif d'ici 2030 de 100 000 talents formés chaque année. Je suis sûr que nous atteindrons cet objectif et je crois même que nous pourrons le dépasser. Pourquoi ? Parce que nous avons en France cet amour de l'innovation, de la recherche, de la compréhension, de la disruption, cette capacité, grâce à nos entreprises, grâce à nos écosystèmes universitaires qui font la fierté de la France partout en Europe et dans le monde, à se dépasser. Par l'écosystème de talent, bien sûr, par la chaîne de valeur, par notre capacité ici en France à avoir toute la chaîne de valeur qui peut nous positionner demain comme des pionniers de l'intelligence artificielle dans tous les secteurs de jeu, pour reprendre la métaphore bien utilisée dans ce lieu qui nous est cher. Vous connaissez évidemment l'ensemble de cette chaîne, des puces au data center, avec le service que peut rendre en France une électricité décarbonée, abordable, compétitive, pilotable, qui continuera à se développer avec 6 EPR2 dans les prochaines années et décennies, qui continuera à se développer avec les zones industrielles bas carbone que nous développons partout en Europe, en France en particulier. Et je voudrais ici avoir une pensée pour Fos-sur-Mer, où j'étais hier, où j'ai pu échanger avec une centaine d'industriels déterminés à faire avancer leur territoire et continuer à décarboner notre industrie en général. Cette chaîne de valeur, elle s'incarne aussi par les startups. Vous êtes très nombreuses et nombreux dans cette salle à les représenter, à les soutenir, à les avoir développées. Au moins 70 startups, certaines ont été mentionnées, qui ont levé plus de 2,3 milliards d'euros en 2024 par des fonds publics. Et je le dis ici parce que ça a été dit, oui, ici, l'État et le gouvernement, dans des technologies de rupture, a un rôle à jouer, a un rôle majeur à jouer. Parce que quand des gens prennent des risques,
s'investissent et vont là où personne n'a été auparavant, alors le gouvernement, alors les pouvoirs publics doivent être au rendez-vous, et dans les prochaines années aussi, nous serons au rendez-vous. Mais je suis heureux de voir que les investisseurs privés s'engagent, qu'ils ont compris, et vous l'avez rappelé, à quel point l'ensemble d'une entreprise peut être vite et bien transformé par l'IA, et notamment, évidemment, par l'IA générative. C'est ça maintenant l'enjeu qui est devant nous. Parce que la France s'engage de longue date pour l'intelligence artificielle, depuis la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle qui a été lancée par le président de la République en 2018. Nous sommes maintenant dans une nouvelle phase, qui est une phase de diffusion, qui est une phase, et on aura l'occasion d'en reparler, j'aurai l'occasion de faire des annonces dans les prochaines semaines sur ce sujet, une phase de diffusion à l'ensemble de nos entreprises. Les grands groupes, bien sûr, qui se l'approprient. Vous avez mentionné votre initiative Tangram qui mérite d'être reconnue et dupliquée, mais dans l'ensemble des TPE, des PME, des ETI de France qui ont la possibilité aujourd'hui de se développer, de se moderniser et de gagner, je dis le mot, c'est important, ce n'est pas un tabou, de gagner en productivité et en compétitivité demain partout sur notre territoire. Pourquoi ? Pas seulement pour faire de la croissance, c'est vital, c'est important, mais aussi parce que cette productivité, c'est la clé pour l'émancipation sociale et économique de chacun des collaborateurs des entreprises de ce pays, parce que c'est par la productivité que les chefs d'entreprise peuvent mieux payer les salariés, et c'est parce que les salariés sont mieux payés que nous avons demain une économie qui fonctionne mieux et qui est plus cohésive, et c'est important de le rappeler ici aussi. Alors oui, maintenant notre enjeu, notre challenge numéro un, le challenge numéro un de mon ministère, en lien avec évidemment Clara Chapaz, notre secrétaire d'État en charge directement et pour la première fois dans un gouvernement de la République de l'intelligence artificielle, c'est d'accompagner les entreprises. Et nous avons commencé par des cas d'usage. Nous sommes en train de présenter à toutes les TPE et PME de France des cas d'usage simples, concrets, de la manière dont ils peuvent utiliser cette IA générative dans l'ensemble de leurs process, qu'ils soient industriels, de services, touristiques. Cessons de croire qu'il faut identifier des secteurs où l'IA pourrait être utile. L'IA peut être utile dans tous les secteurs. Cessons d'essayer d'identifier des bouts de technologie, des bouts de savoir-faire où il y aurait un intérêt direct à utiliser l'IA. L'IA a vocation à se disperser, à se diffuser dans l'ensemble du tissu économique, technologique, productif, d'innovation et de process en France. Et puis, évidemment, il y a l'Europe. Il y a l'Europe dans le contexte géopolitique que nous connaissons, troublé, difficile, dans un monde qui est dur et qui va se durcir, dans un monde qui est concurrentiel et qui va continuer, malheureusement, à user d'armes de moins en moins loyales, parfois discrètes, parfois très visibles, mais qui vont être un défi majeur politique pour l'Union européenne, pour l'Europe que nous sommes. Et vous avez entendu, je pense, dans cette salle, les mots très forts du président de la République quand il s'est adressé à nos homologues européens pour dire que la France portait ce sursaut européen en matière de défense commerciale, en matière de défense de nos technologies, parce que c'est l'avenir que nous construisons, ou alors nous serons balayés. Nous serons balayés par les politiques déloyales, nous serons balayés par les politiques agressives dans un monde où nous devons être coopératifs à chaque fois que les autres sont coopératifs et où nous devons être fermes quand les autres sont fermes. Et ça passe aussi donc par un cadre à la hauteur. En matière d'intelligence artificielle, certains l'ont rappelé, il s'agit de régulation. La régulation. Nous serons donc le premier continent à avoir une régulation pour l'intelligence artificielle. Voilà aussi un domaine où parfois nous sommes les pionniers et où on peut s'interroger sur la pertinence d'être toujours pionnier en matière de régulation. Mais, au fond, est-ce que c'est utile ? Oui. Pourquoi ? Vous l'avez rappelé pour les médias, c'est vrai pour beaucoup d'autres secteurs, parce que nous avons besoin d'un outil de confiance et d'un vecteur de stabilité pour une technologie qui va évidemment être disruptive et transformer l'ensemble des secteurs. Donc nous avons besoin d'un cadre qui rassure et qui trouve le bon équilibre entre l'innovation, évidemment, et d'abord l'innovation et le développement économique, et puis la régulation et la sécurité des usages. Et je vous le dis très simplement devant vous, avec le gouvernement, je serai extrêmement vigilant à ce que la boussole reste l'innovation, reste la confiance, reste le développement économique et que, comme ça a pu arriver par le passé, nous soyons vigilants à ne pas nous-mêmes nous handicaper dans une compétition qui est féroce, qui est rapide, qui est dure et qui doit être gagnée au moins pour l'Europe et au moins pour la France. Et ça passera aussi, enfin, au niveau européen, et Mario Draghi l'a
bien écrit dans ses propositions, par des investissements communs, privés, publics, par le développement des financements privés conjoints, parce que le mur devant lequel nous nous trouvons, c'est aussi un mur d'investissement. Et pour réussir, pour franchir ce mur d'investissement, d'abord, il faut avoir des comptes publics redressés, mais il faut entraîner les partenaires. Et il faut leur faire comprendre, grâce à des initiatives comme celle-ci, comme AIM, grâce aux entreprises qui aujourd'hui s'engagent à ouvrir des bureaux à Paris, à Marseille, partout en France, que l'IA, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui, et vous en êtes la meilleure manifestation. Alors très belle journée à tous, et merci pour tout. Monsieur le ministre, on va vous conserver juste quelques instants, puisque vous vous êtes prêté au jeu des questions face aux lecteurs de la Provence. C'était hier à Grand Central. Alors bien entendu, il fallait aussi satisfaire la rédaction de la Tribune. Je vous demande d'accueillir Philippe Mabille pour une question de joker avec vous. La question de joker. Bonjour, monsieur le ministre. Oui, on ne pouvait pas vous laisser partir. Vous savez, à la Tribune, on est assez droit au but. C'est pour ça qu'on est bien à Marseille. La question, je crois qu'elle brûle les lèvres d'un peu tout le monde. Il y a eu des élections américaines. Il y a eu la nomination d'un entrepreneur, Elon Musk, à la tête d'un Department of Government Efficiency. Et un de vos collègues, Guillaume Kasbarian, a dit à Elon Musk qu'il était prêt à partager un certain nombre des expériences ou des idées peut-être un peu folles ou fortes qui pourraient venir. Elon Musk, on le sait, c'est un entrepreneur très connu, qui a beaucoup réussi aussi en ayant un discours assez, je dirais, disruptif sur l'économie, sur l'entreprise. C'est un grand entrepreneur de l'intelligence artificielle. Donc, est-ce que ça vous inspire quelque chose à l'heure où vous cherchez 60 milliards d'économies pour cette année et sans doute un peu plus pour ramener les déficits sous 3%? Est-ce que l'intelligence artificielle peut être un outil de la government efficiency? Merci pour cette question simple. L'intelligence artificielle, elle doit irriguer tous les secteurs, je l'ai dit, et donc à commencer par l'administration. Je fais moi-même en ce moment l'exercice avec l'ensemble de mes services pour trouver l'ensemble des secteurs où l'intelligence artificielle peut s'appliquer demain, après-demain. Mon collègue Guillaume Kasbarian, que vous avez cité, mène ce travail pour l'ensemble du gouvernement. Et maintenant, pour répondre de manière plus directe à votre question, face à la nomination d'Elon Musk, on peut s'interroger, on peut avoir des réflexions politiques, des divergences évidemment, parce qu'on n'est pas aux États-Unis. Moi, je suis très fier et très heureux d'être français et de vivre en France avec tout ce que la France apporte. Mais si on regarde d'abord les entrepreneurs qui développent des technologies que personne n'a jamais développées, qui créent de la valeur dans des quantités qu'on n'a jamais connues et à des vitesses qu'on n'a jamais connues, si on regarde d'abord ces entrepreneurs avec de la méfiance, je ne suis pas sûr qu'on sera à la hauteur de la compétition mondiale. Donc je crois qu'il faut d'abord se remettre en question et d'abord balayer devant sa porte avant de s'interroger sur nos propres pratiques, avant de s'interroger sur celles de nos voisins. Est-ce que vous voyez un entrepreneur peut-être dans la salle qui pourrait éventuellement occuper ce type de fonction? Vous voulez que je nomme un ministre ? Alors là, j'ai déjà suffisamment de dossiers comme ça sur mon bureau et il y a un Premier ministre qui fait pour faire de l'efficience bien. administrative et travailler sur la bureaucratie, demander à des entrepreneurs ce qu'ils en pensent, ça pourrait être une bonne idée. Mais on le fait au quotidien. Mais je vais ajouter un point. Vous savez, c'est comme il y a une vingtaine d'années sur le numérique, on avait, chère Fleur Pellerin, on avait des ministres en charge du numérique. Et je pense que c'est extrêmement important d'avoir mené ce combat et vous l'avez mené avec beaucoup de succès. Mais on est à un stade aujourd'hui de développement où on ne peut pas se permettre de considérer qu'il y a une personne dans l'État qui doit s'occuper de simplification. Un ministre en charge de l'efficience et tous les autres, alors qu'est-ce qu'ils font? Le contraire. Je crois que c'est notre responsabilité à chacun, parce que vous avez parlé de budget, et vous avez eu raison de le faire, mais moi je veux parler d'efficacité de l'action publique. Je suis face à des entrepreneurs, à des chercheurs qui au quotidien se disent « est-ce qu'on pourrait quand même pas faire plus simple, plus rapide et plus cohérent ?» Ça, c'est mon travail. Merci en tout cas de vous être prêté à ce jeu.